Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, mes vrais regrets profonds de n'être pas parmi vous à Valence aujourd'hui, mais mon agenda a bougé de telle manière que ce déplacement est devenu absolument impossible. Je présente donc toutes mes excuses à vous tous et en particulier à Monsieur Denoni qui a eu la gentillesse de songer à moi pour venir vous parler d'un sujet important qui est celui du droit à l'eau. Quand on parle de la Méditerranée, évidemment, on pense à l'eau et c'est bien naturel puisque c'est la mer qui relie tous les États qui sont en bordure de Méditerranée, mais ce n'est pas seulement la mer, c'est aussi tout ce qu'elle porte comme civilisation, comme histoire, comme manière de vivre. Et c'est essentiel dans la vie des peuples. Mais aujourd'hui, ce qui est essentiel aussi dans la vie des peuples, c'est le mot vie, dans l'expression vie des peuples. Or, la question de l'eau est une question de vie. Comme vous le savez, l'eau est le 6e objectif de développement durable, et c'est bien naturel, puisque sans eau, pas de vie. L'or bleu, puisque c'est de cela dont on parle, qui au XXIe siècle est probablement ce que l'or noir a été au XXe, est un sujet central et au niveau méditerranéen, il a justifié la Convention de Barcelone et les annexes à ce plan, les conventions complémentaires et le plan bleu. Aujourd'hui, il a une acuité particulière supplémentaire dans la mesure où les effets du dérèglement climatique auxquels nous sommes d'ores et déjà malheureusement confrontés sont extrêmement liés au cycle de l'eau, à la fois en raison des sécheresses que ce dérèglement provoque, mais aussi en raison des inondations qu'il entraîne. Le sujet de l'accès à l'eau est donc un sujet tout à fait majeur et il passe par une première question qui est de nature quantitative et dont vous avez déjà parlé, et j'irai donc assez rapidement sur ce sujet, mais qui est essentielle parce que lorsque l'on parle du droit à l'accès à l'eau, il y a accès à l'eau, c'est-à-dire le fait qu'il y ait effectivement de l'eau. Or, la réalité de l'accès à l'eau est extrêmement différente, d'abord d'un pays méditerranéen à l'autre, et au niveau planétaire, et donc je voudrais rappeler quelques chiffres. À l'échelle internationale, la pénurie d'eau affecte plus de 40% de la population mondiale et cela devrait augmenter d'ici 2030. Aujourd'hui, 2,5 milliards de personnes ont accès à l'eau, mais 663 millions en sont privés. Un tiers de l'humanité n'a pas accès aux services de l'assainissement et 6 personnes sur 10 n'ont pas un accès sûr à l'eau. 1,7 million de personnes vivent dans des bassins fluviaux où l'utilisation de l'eau est supérieure à la quantité disponible et c'est notamment vrai au Moyen-Orient. On estime à 40% le déficit des ressources en eau douce d'ici 2030, d'où le lancement de la décennie de l'eau pour mobiliser l'action. 4 milliards de personnes n'ont pas accès du tout aux installations sanitaires de base. 70% de l'eau prélevée l'est pour l'irrigation et les inondations représentent aujourd'hui 70% des morts des aléas climatiques. Au niveau méditerranéen, la ressource en eau se réduit. L'augmentation de la température aux abords du bassin méditerranéen est plutôt plus importante qu'en limite planétaire. Je rappellerai qu'à l'échelle planétaire, que la moyenne planétaire est de 1,1 degré. La hausse de la température pour la France est de 1,7 degré et pour les régions du pourtour méditerranéen, elle est probablement plus élevée que cela. Cette pénurie d'eau qui va croissant est confrontée à une consommation qui devrait augmenter de 1% par an au cours des 30 prochaines années. Dès lors, sur un plan purement physique, comment faire? Les propositions qui avaient été formulées au nom de l'ONU Eau en mars 2022 lors du 9e Forum mondial de l'eau à Dakar portent essentiellement sur la mise en valeur des ressources souterraines qui fournissent aujourd'hui la moitié du volume d'eau prélevé par la population mondiale à des fins domestiques. 25% de l'eau prélevée l'est pour l'irrigation. Mais cette exploitation doit se faire en tenant compte des générations futures, je reviendrai sur ce point, et des aspects économiques et financiers de l'épuisement des réserves en eau.
En Afrique saharienne et au Moyen-Orient, les eaux souterraines sont très largement sous-exploitées. Cette sous-exploitation est due à un manque d'investissement dans les infrastructures et dans les capacités mobilisées pour l'utilisation de cette ressource, d'où la nécessité d'améliorer cette utilisation en recueillant les données d'une part et en renforçant les réglementations environnementales pour éviter les pollutions des eaux souterraines qui sont souvent irréversibles et pour assurer une répartition équitable de l'accès à ces eaux souterraines. Mais même si une amélioration est à attendre du côté de la capacité à disposer de l'eau, encore faut-il s'interroger sur la réalité de l'accès et sur la nature juridique de ce droit, qui devrait être un droit universel portant sur un bien commun, l'eau, mais qui n'existe pas encore. Où en est-on du droit à l'accès à l'eau potable aujourd'hui? Au niveau méditerranéen, nous avons la Convention de Barcelone, dont l'objectif clé est de réduire la pollution en mer Méditerranée, de protéger et d'améliorer l'environnement marin de la zone, contribuant ainsi à son développement soutenable. Elle s'attache particulièrement à la réduction de la pollution et à la protection de l'environnement en appliquant les principes de précaution et de pollueur-payeur et en promouvant la coopération entre les États pour évaluer les impacts sur l'environnement. Une politique de gestion intégrée des zones côtières prenant en considération les zones d'intérêt écologique et paysager et favorisant la création de zones marines protégées est également au cœur de ce projet. C'est bien entendu tout à fait essentiel que la lutte contre la prévention, c'est pas moi qui vous dirais le contraire, mais cela ne répond pas à la question de l'accès pour les populations riveraines du bassin méditerranéen à une eau de qualité. Qu'en est-il au niveau européen ? Au niveau européen, car nous avons dans le bassin méditerranéen quand même de nombreux pays européens, nous avons plusieurs directives. Une directive 2060 qui établit un cadre politique commun dans le domaine de l'eau, avec une ambition d'atteindre un bon état écologique des eaux en 2015, ce qui n'a pas été le cas. Une directive 2008-56 qui définit une stratégie pour le milieu marin, donc qui intéresse plus directement la Méditerranée. Et enfin, une directive sur les eaux destinées à consommation humaine 2015-1787 qui a renforcé le contrôle des États membres. Les résultats sont loin d'être atteints puisque, je le disais il y a un instant, seuls 40% des eaux de surface et 74% des eaux souterraines sont parvenues à un bon état écologique à ce jour. Il faut citer également l'initiative européenne Horizon 2020 pour une Méditerranée propre. Mais il n'existe pas à ce jour la reconnaissance d'un droit à l'eau. Une initiative citoyenne européenne de mars 2013 dénommée Right to Water a recueilli près de 2 millions de signataires pour réclamer un accès universel à l'eau et à l'assainissement, mais celui-ci n'est toujours pas reconnu. Et s'il ne l'est pas, ce n'est pas un hasard. C'est que la reconnaissance d'un droit d'accès à l'eau potable pose des questions de droit fondamental à laquelle la Déclaration universelle des droits de l'humanité a essayé de s'attaquer. Quelles sont ces questions juridiques de base qui concernent l'accès à l'eau? Il y en a 4. Tout d'abord, la question de l'accès aux biens communs. De manière croissante, la question des biens communs devient une question émergente du droit national et international. On parle de biens communs pour le climat, par exemple, parce que c'est une question qui est planétaire. C'est exactement la même chose pour l'eau. L'eau est un bien commun et la Méditerranée représente pour tous les États qui en sont riverains un exemple remarquable de la manière dont ce droit pourrait être mis en pratique. Je dis pourrait, c'est du conditionnel. La Déclaration universelle des droits de l'humanité reconnaît un accès aux biens communs et une gestion durable de l'eau, mais malheureusement, ce texte n'est pas encore reconnu par tous, même si ses soutiens augmentent de jour en jour. Le deuxième point très délicat est celui de la gestion partagée de l'eau. Sujet extrêmement délicat au niveau international comme au niveau national. Au niveau international, parce que le partage de l'eau douce entre États est un sujet éminemment conflictuel. Certains pays comme l'Égypte sont dépendants à quasiment 100% de l'eau venue d'autres États. Le sujet est très ardu au Moyen-Orient. On voit les difficultés entre la Syrie et le Liban, entre l'Égypte,
et l'Érythrée, par exemple, sur la question du partage de l'eau du Nil. Et chaque fois qu'un État veut faire un barrage pour s'alimenter lui-même, eh bien, il prive bien évidemment les États en aval de la même quantité d'eau. Donc, c'est un sujet qui est de plus en plus délicat. Le partage de l'eau pose également des problèmes à l'intérieur des États. Aujourd'hui, comme je le rappelais tout à l'heure, l'essentiel de l'eau est utilisé pour l'irrigation, c'est-à-dire pour l'agriculture. La vie même des populations dépend de l'eau. Et si l'agriculture vivrière est un impératif, parce que c'est ce qui permet aux gens de vivre, boire et manger, l'utilisation de l'eau pour une agriculture très intensive destinée à l'exportation pose évidemment bien davantage de problèmes. Et cette question du partage de l'eau et de l'accès de tous à l'eau que la Déclaration universelle reconnaît tarde bien évidemment à entrer dans les faits, parce que quand il y a peu d'eau, et il y en a de moins en moins, eh bien évidemment il y a des heures de plus en plus importantes pour y accéder. On soulignera par ailleurs que les questions d'eau sont très souvent à l'origine des conflits, y compris des conflits actuels. Le Darfour en est un exemple. La guerre de Syrie, si je puis utiliser ce terme, a commencé aussi pour des questions d'accès à l'eau. Le troisième grand principe est le principe de prévention et de précaution. Ils sont tous les deux indispensables pour maintenir la potabilité de l'eau, voire pour traiter les eaux usées à des fins de réutilisation, puisque effectivement, à côté de l'utilisation des eaux souterraines, qui a été promue, comme je l'ai indiqué au Forum de Dakar, il y a également l'idée de réutiliser les eaux usées, de les retraiter pour pouvoir les consommer. Certains pays sont très en avance sur ce sujet, puisque jusqu'à 20 ou 25% des eaux usées sont réutilisées, d'autres sont en retard, et dans tous les cas de figure, ce sont bien évidemment des problèmes de coûts et d'infrastructures. Mais dans tous les cas de figure, pour éviter les pathologies de toute nature, et notamment tout ce qui est les pollutions de base, c'est-à-dire bactériologiques, indépendamment des pollutions chimiques, bien sûr, il est indispensable d'appliquer les principes de prévention et de précaution. Et quatrième principe, qui est un des principes de base de la Déclaration universelle des droits de l'humanité, c'est la préservation du droit des générations futures et le principe d'équité intergénérationnelle. Il est clair qu'à partir du moment où sont largement utilisées les eaux souterraines, qui ne se reproduiront plus, ou alors à des échelles millénaires qui ne sont pas des échelles humaines, c'est de l'eau qui est prise sur les générations qui viennent. Et par voie de conséquence, il y a toute une réflexion à mener sur ce que chaque génération peut s'autoriser au regard de ce qui sera nécessaire aux générations qui vont suivre. Ces quatre principes, qui sont des principes des principes ou des règles qui figurent dans la Déclaration universelle des droits de l'humanité, sont évidemment absolument essentiels pour la concrétisation d'un droit universel d'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable doit devenir un droit humain comme les autres droits humains, mais il y a encore bien du chemin à accomplir, et je ne doute pas que vos travaux, que je suivrai bien sûr ex post avec le plus grand intérêt, y contribueront. Je vous remercie de votre attention.